Voilà pour les titres, on y reviendra dans le journal de 11h. Notre tâche est de soutenir de toutes les manières possibles ces hommes politiques et leurs partis en Occident, en les aidant ouvertement et secrètement pour obtenir des résultats corrects aux élections. Fin de citation. Ces hommes politiques et leurs partis, ce sont les formations anti-système. Et celui qui a prononcé ces mots, c'était au mois de mars dernier. C'est Dmitri Medvedev, l'ancien président russe, aujourd'hui vice-président du Conseil de sécurité de Russie. Des mots qu'il faut avoir en tête alors que près de 360 millions d'Européens vont voter entre le 6 et le 9 juin prochain pour renouveler leur Parlement, le Parlement européen de Strasbourg. Ce Parlement et ses institutions européennes sont-ils mis en danger aujourd'hui par ces ingérences étrangères et en l'occurrence russes? C'est le sujet de notre discussion aujourd'hui et avec moi sur ce plateau pour en parler jusqu'à 10h45, Kevin Limonier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes chercheur à l'Institut français de géopolitique, spécialiste de l'Internet russophone. Marie Schuster, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là, Marie. Vous êtes journaliste à France 24. Vous avez enquêté sur le sujet précisément. Et Pierre Benazé, bonjour Pierre. Vous êtes le localier de cette émission. Bonjour. On va vous retrouver dans un instant à Bruxelles. D'un mot, Kevin Limonier, pour ouvrir cette discussion. La Russie ne se cache pas, ne s'est pas cachée de vouloir interférer dans les élections européennes du mois de juin. Là, on est vraiment dans le sujet. Oui, absolument. C'est-à-dire que même pendant très longtemps, la Russie a essayé de dissimuler, on va dire, ses intentions en termes de déstabilisation d'un certain nombre de démocraties occidentales. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une doctrine assumée, une stratégie du chaos, hein, si on peut l'appeler ainsi, voilà, qui est vraiment dite publiquement, puisque aujourd'hui, la Russie considère, en tout cas le Kremlin, considère que les manœuvres informationnelles, la guerre informationnelle, n'est que la continuation de la guerre, la vraie guerre, celle qui est en train de se dérouler en Ukraine et ailleurs dans le monde, puisque la Russie a une vision globale de sa guerre, hein, avec l'Afrique, le Moyen-Orient, etc. Et on y reviendra bien sûr. Quand on parle d'ingérence au sein des institutions européennes, de quoi parle-t-on? On va commencer, Marie, par regarder le grand format que vous avez tourné, qui évoque aussi la façon dont les candidats, en l'occurrence là, dans ce qu'on va voir, les candidats français aux européennes, font face. On se retrouve juste après. Dernier jour de travail au Parlement de Strasbourg avant les élections européennes. Pour l'occasion, 1100 journalistes du monde entier sont accrédités et peinent à trouver une place pour travailler. Du jamais vu au sein de l'institution. Car entre deux salves de vote, dans les couloirs du Parlement, on ne parle plus économie ou climat, on tente de démasquer les espions. Les eurodéputés viennent d'apprendre l'arrestation en Allemagne d'un des assistants parlementaires du député d'extrême droite Alternative für Deutschland, Maximilian Krah. Natürlich sind Spione ein Problem. L'homme est accusé d'espionnage pour le compte des autorités chinoises. Une affaire qui intervient quelques jours à peine après la mise au jour d'un réseau d'influence russe via le site internet Voice of Europe et sur lequel une quinzaine de députés d'extrême droite avaient micro ouvert pour défendre les positions pro-russes. Un an après le Qatargate et la découverte de valises de cash provenant du Qatar au domicile d'Eva Kaili, la vice-présidente du Parlement, les affaires d'ingérence se multiplient et révèlent la fragilité des institutions européennes. Les tentatives de corruption semblent s'être intensifiées depuis le 24 février 2022 et l'invasion militaire russe en Ukraine. Objectif, infléchir les décisions des eurodéputés qui siègent au Parlement. Je me rappelle un collègue, député européen d'extrême droite, dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'enfants ukrainiens kidnappés par les forces russes ?» Pas du tout. La Russie a mis à l'abri des enfants ukrainiens qui étaient bombardés par leur propre armée. Et il raconte ça en plénière. Enfin, je veux dire, il faut quand même gonfler, quoi. Est-ce que ce député a été payé pour ce faire? J'en sais rien, mais en tout cas, il l'a fait. En matière d'ingérence, les eurodéputés d'extrême droite sont régulièrement mis en cause. Mais pour atteindre leur objectif, les puissances étrangères ratissent large. Tous les groupes parlementaires semblent être pris pour cible. La réalité, c'est que ce Parlement européen, aujourd'hui, il est sous contrôle des ingérences étrangères, sous contrôle aussi des lobbies, puisque vous avez un quart des députés européens, c'est majeur, un quart des députés européens qui touchent des rémunérations annexes, parfois de puissances étrangères, d'entreprises, de lobbies. Moi, j'ai été approchée à de nombreuses reprises. L'ambassade de Russie qui m'a envoyé une bouteille de champagne que j'ai été bien seule, d'ailleurs, à dénoncer.
La multiplication des affaires vient jeter l'opprobre sur des eurodéputés en campagne. Ils réclament une enquête et la publication anticipée du nom des eurodéputés soupçonnés de faire le jeu des puissances étrangères. J'ai été la première en tant que présidente du groupe Renew à réagir aux dernières annonces avec l'entrisme, l'espionnage russe, pardonnez-moi, avec le Voice of Europe. Et oui, j'ai demandé très clairement des noms, les faits, pour savoir exactement ce qui s'est passé et sanctions évidemment immédiates dès lors qu'on a ces informations-là. Thierry Mariani ne cache pas sa proximité avec la Russie de Vladimir Poutine. Ses voyages en Crimée annexés sont loin d'être passés inaperçus. Ses positions pro-russes ont bien failli lui coûter sa place sur la liste de Jordan Bardella. Lui dénonce une forme de chasse aux sorcières. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a des votes autour de la Russie, il y a en général plus de 600 voix pour condamner la Russie et même pas une centaine de voix pour s'abstenir ou voter contre. Franchement, s'il y a des ingérences russes, les Russes sont mauvais. Il faut vraiment revoir un peu leur dispositif. L'alibi de l'incompétence, l'alibi des échecs, l'alibi de la nullité du bilan de Mme von der Leyen, c'est les ingérences. Vous savez, même les punaises de lit, maintenant, on nous a expliqué que c'était les Russes. Voilà. J'espère que les moustiques, ce ne sera pas la faute des Chinois. Loin des positions de l'élu du Rassemblement national, les institutions européennes prennent très au sérieux la propagande venue d'ailleurs. En 2020, le Parlement crée une commission d'enquête spéciale pour en finir avec les ingérences. Son président, Raphaël Glucksmann, est aujourd'hui en campagne pour sa réélection. Pour lui, les ingérences étrangères mettent en danger la souveraineté européenne face à ses concurrents sur la scène mondiale. Aujourd'hui, au Qatar, aujourd'hui à Moscou ou aujourd'hui à Pékin, on se dit que la vie publique européenne ressemble fortement à un supermarché dans lequel on peut venir faire ses courses. Eh bien, nous mettrons fin à cela et nous serons sans pitié. Selon l'organisme de vigilance sur les ingérences numériques Viginum, la tête de liste du groupe socialiste est aujourd'hui la cible d'une campagne de désinformation sur Internet, diligentée par Pékin. Et c'est pas une immense surprise. Enfin, moi, je suis déjà sous sanction en fait de la Chine. J'ai pas le droit d'aller en Chine, ni moi ni ma famille, ni de rencontrer des officiels chinois, ni d'aller dans une université ou de rencontrer des universitaires ou des think tanks. Donc en fait, en réalité, je suis déjà la cible de ces régimes. Et pour moi, c'est un peu ma légion d'honneur. Des ingérences numériques qui viennent une fois encore parasiter le débat européen, avec pour conséquence redoutée celle de faire grossir les rangs des abstentionnistes. Reportage, on vous retrouve Pierre Benazet à Bruxelles. Vous êtes notre correspondant sur place. De quoi cette affaire Voice of Europe dont on parlait dans le reportage est-elle le nom ? C'est un site d'information, en tout cas il est présenté comme tel. Voice of Europe, c'est en fait un site qui existe depuis assez longtemps parce que on le retrouve déjà à la fin des années 2010, 2017, 2019 aux Pays-Bas où un homme d'affaires proche de Thierry Baudet, le fondateur du parti Forum for Democracy, un parti eurosceptique, fait des campagnes en particulier en faveur d'un référendum sur l'accord avec l'Ukraine pour le dénoncer, en faveur aussi d'une exit, la sortie des Pays-Bas de l'Union européenne. On retrouve ce site, il est relancé au début des années 2020, probablement au moins en 2022. Alors à ce moment-là, il est localisé près de la place Venceslas à Prague. C'est donc un site d'information qui invite effectivement très souvent sur ses antennes pour diffusion sur Internet des députés classés à l'extrême droite au Parlement européen et des députés nationaux aussi. Beaucoup d'informations extrêmement opposées au soutien à l'Ukraine. Donc un site très clairement devenu un site de propagande russe. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez visible quand on regarde Voice of Europe. Ce site a été sous enquête d'abord de la République tchèque et ensuite de la Belgique. On estime qu'il y a eu souvent des paiements en liquide pour certaines personnalités. Ça, ce sont les services tchèques qui le disent. On pointe deux hommes derrière ce site Voice of Europe.
à la fois Viktor Medvedchuk et puis aussi un autre oligarque ukrainien, comme lui d'ailleurs, qui sont deux proches de Vladimir Poutine, en tout cas au moins Viktor Medvedchuk qui est le parrain de la fille du président russe. Bref, il y a très clairement une volonté de faire en sorte que la voix des personnalités européennes qui soutiennent la propagande de la Russie, qui soutiennent le point de vue de la Russie face à l'Ukraine, soit entendue le plus largement possible. D'où la demande de la République tchèque de mettre ce site sous sanctions, ce qui a été fait dans le 14e paquet de sanctions. Et désormais, ce site est interdit dans l'Union européenne. Et les enquêtes judiciaires, elles, ont été lancées à la fois en Tchéquie et en Belgique. Pierre, est-ce que les institutions européennes ont retenu les leçons du Qatargate ? Alors oui, avec quelle efficacité, ça c'est l'autre question. On a vu très bien dans le sujet à l'instant que malgré les pare-feux qui ont été mis en place par le Parlement européen, les affaires continuent à éclore. Alors là, il ne s'agissait plus de lobbying ou d'ingérence étrangère effectuée par le Qatar, effectuée par le Maroc selon les accusations. Il s'agit carrément d'espionnage. On a vu l'arrestation de l'assistant parlementaire du Spitzenkandidat de Alternative für Deutschland, le candidat de tête Maximilian Krah, dont l'assistant parlementaire était un Chinois qui travaillait pour les services chinois. En tout cas, ce sont les allégations de la police allemande. Il y a eu effectivement toute une série de mesures qui ont été prises par le Parlement européen et par l'Union européenne de manière un peu plus large, puisque un organe d'éthique a été décidé qui concerne toutes les activités des salariés et des représentants de l'Union européenne. Des règles au Parlement européen ont été mises en place sur le pantouflage, donc sur ce que les députés font après avoir quitté leur mandat, pour qui ils travaillent. Des règles ont été mises en place plus strictes sur les voyages que les députés acceptent, sur les cadeaux qu'ils peuvent recevoir, sur les activités, sur les interdictions d'activités qui peuvent s'apparenter à du lobbying, et puis des règles de transparence beaucoup plus strictes, dont certaines n'existaient pas avant, sur les activités des représentants d'intérêt au sein du Parlement européen, c'est-à-dire les activités de lobbying. Il y avait déjà un registre des lobbies. Maintenant, la transparence doit être beaucoup plus grande parce qu'on voit bien qu'elle ne suffisait pas à éviter ce qu'on pourrait appeler des tentations. Donc oui, il y a un certain nombre de règles. Elles ont été édictées pendant la dernière année. Elles vont peut-être avoir plus d'effet pour la prochaine législature, après l'élection européenne. Un mot, parce que le temps passe vite, ce n'est pas votre première campagne pour les européennes. Est-ce que cette inquiétude que vous sentez sur cette question des ingérences, ça a déjà été aussi forte, de ce que vous en souvenez ? Jamais à ce point-là, en fait, pour les Européens. Tout commence aux élections américaines lors de la première élection de Donald Trump. Et c'est là qu'on voit toute la tentative d'ingérence étrangère et surtout russe avoir une efficacité réelle dans l'Union européenne depuis. Il y a beaucoup de craintes sur les élections européennes à venir. On vient de voter les ministres de l'Union européenne ont accepté hier un nouveau plan de cybersécurité et on a vu beaucoup d'ingérences étrangères qui ont beaucoup inquiété les Européens dans certaines élections nationales. Ça, par exemple, était le cas des milliers d'ingérences pro-russes qui se sont produites en Slovaquie lors des élections législatives qui ont eu lieu fin septembre. Et ça donne des inquiétudes très tangibles pour les élections européennes du 6 au 9 juin. Pierre Benazet depuis Bruxelles, merci beaucoup Pierre. Retour sur ce plateau à Paris. Marie Schuster, quand on parle d'ingérence russe en l'occurrence, mais on pourra peut-être parler de la Chine aussi au sein des institutions européennes, de quoi parle-t-on très concrètement pour que ceux qui nous regardent comprennent bien ? Alors, la question des ingérences, elle est assez vaste, hein, finalement. Les ingérences, ça peuvent revêtir différentes formes. La forme la plus visible, si l'on peut dire, des ingérences, c'est évidemment la corruption financière, dont l'exemple du Qatargate était le parfait exemple, avec ces valises de cash qui apparaissent d'un seul coup sur nos écrans et qui choquent l'opinion publique. Mais cette corruption financière, elle peut aussi passer par un certain nombre de cadeaux faits via des agents étatiques, des entreprises, des agents étatiques, par exemple, via des ambassades. Manon Aubry en parlait dans le sujet des caisses de champagne qui arrivent comme ça chez soi et qui proviennent directement de l'ambassade de Russie. Donc ça, c'est le volet corruption financière, si on peut dire. Puis on a aussi un phénomène d'espionnage, hein, puisque là aussi, les ingérences étrangères au Parlement européen en particulier ont été mises au jour avec ces affaires d'espionnage. Donc on a parlé dans le sujet de cette affaire de l'assistant
l'assistant parlementaire de Maximilian Krah, le candidat tête de liste pour l'ARD en Allemagne, qui a été convaincu d'espionnage pour les Chinois. Mais on peut aussi parler de cette députée lettonne, Tatiana Zdanoka, qui a été convaincue elle aussi d'espionnage, puisque à travers une investigation de journalistes indépendants russes, il a été mis au jour un certain nombre d'échanges de mails pendant 20 ans avec 2 agents du FSB. Donc clairement, cet espionnage dont elle s'est défendue au Parlement en disant qu'elle n'était pas un agent, ou plutôt qu'elle était un agent, mais un agent de la paix, cette affaire d'espionnage est aussi venue jeter l'opprobre sur le Parlement européen. Et puis on a aussi ces ingérences les plus importantes, celles qui inquiètent le plus aujourd'hui, qui sont les ingérences numériques et qui peuvent prendre plusieurs formes. Alors la forme de cyberattaque, comme on l'a vu pas plus tard qu'hier soir en Nouvelle-Calédonie, où le but était de bloquer complètement les réseaux. On a aussi ce phénomène de hacking avec ces mails qui fuitent. On a pu le voir lors des Macron Leaks ou encore les mails d'Hillary Clinton pendant la campagne électorale américaine. Donc voilà, si j'ose dire, les ingérences prennent autant de formes qu'il y a d'agents et qu'il y a également d'acteurs qui émettent ces ingérences dans le monde. Oui, en la matière, l'inventivité est grande. Kevin Limonier, pourquoi est-ce que les institutions européennes intéressent la Russie? Question qui a l'air bête dite comme ça, mais qu'est-ce que la Russie a y gagné là-dedans? Vaste question. La Russie a énormément de choses à y gagner. D'abord, il faut bien voir que dans le logiciel idéologique du pouvoir russe actuel, le Kremlin est engagé dans une espèce de lutte à mort contre ce que la propagande russe aujourd'hui appelle l'Occident collectif, une espèce de représentation un peu de l'Europe, des États-Unis, etc. Et en fait, ça fait plus d'une quinzaine d'années maintenant que les autorités russes construisent une espèce de narratif ou de discours qui consiste à présenter la Russie comme une espèce de forteresse assiégée, d'une certaine manière, ultime garante d'un certain nombre de principes moraux, etc., issus de ce que les Russes appellent la civilisation chrétienne, enfin ce genre de choses. Ça commence en 2012 en fait, si on refait l'histoire. Et la guerre en Ukraine aujourd'hui est vue comme une étape supplémentaire dans ce qui serait une volonté de cet Occident collectif, toujours avec des guillemets, de détruire la Russie et ce qu'elle est. Et vous dites que cette guerre a désinhibé complètement les Russes. Et cette guerre a totalement désinhibé les Russes. Pourquoi? Parce que du côté du Kremlin, il faut bien voir qu'on voit cette guerre en Ukraine comme une lutte à mort. C'est-à-dire que la Russie considère l'Ukraine comme une partie intégrante de son territoire, ou en tout cas de cette espèce de communauté de destin post-soviétique, on peut l'appeler comme on veut, et que si l'Ukraine tombe, en fait, entre guillemets, c'est le début d'un domino qui peut faire tomber énormément d'autres choses, et l'éclatement de la Fédération de Russie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de décolonisation de la Russie, qui présentent la Russie comme un empire colonial, et qui présentent la guerre en Ukraine comme une espèce de guerre de décolonisation. Et le fait est qu'aujourd'hui, le pouvoir russe s'est construit sur ce récit d'un empire. Et que s'il n'y a plus d'empire, ou s'il n'y a plus d'imaginaire impérial, on peut dire qu'il n'y a plus de Kremlin, qu'il n'y a plus de grandeur russe, qu'il n'y a plus de puissance, et que donc on bascule dans autre chose. Et aujourd'hui, le pouvoir russe en a conscience de ça. Il y a vraiment toute une mythologie géopolitique autour de ça qui vire au conspirationnisme, parce qu'il y a tout un tas de théories du complot qui sont aujourd'hui relayées par les plus hautes instances du pouvoir russe à destination de la population, à destination du monde intellectuel, à destination du monde occidental, à destination de l'Afrique. Et on a en fait tout un espèce de lore, en fait, tout un espèce d'univers complotiste qui s'est mis en place où on présente l'Occident. On présente, on va dire, une espèce de forme de libéralisme anglo-saxon, pour ne pas dire comme une espèce de menace existentielle. Alors, il y a le discours que la Russie, celui-ci, érige à l'égard de sa propre population, se présentant donc comme une forteresse qu'il faudrait défendre. Mais la finalité, quand on s'immisce comme ça dans les institutions européennes, dans le débat public, quelle est-elle? Alors, la finalité, si vous voulez, pour moi, c'est ce que l'écrivaine finlandaise Sophie Oksanen appelle la finlandisation de l'Europe. C'est-à-dire le fait que l'Europe, comme la Finlande pendant la guerre froide, devienne un non-sujet géopolitique.
c'est-à-dire deviennent une espèce de glacis entre d'un côté les États-Unis et de l'autre la Russie, ce que la Finlande a été pendant longtemps. Elle n'a pas eu vraiment de politique étrangère propre. Il y avait une espèce d'accord tacite entre l'Est et l'Ouest sur le statut de la Finlande, avec une possibilité pour les agents russes d'y agir, d'y investir, etc. Donc on était dans une position très particulière. Et je pense qu'un des objectifs aujourd'hui de la Russie, c'est de pousser cette finlandisation de l'Europe, c'est de faire de l'Europe et de l'Union européenne une non-puissance. Et de faire des pays européens des non-puissances. Et donc de diviser pour ça. En s'appuyant sur les fractures, en appuyant sur tout ce qui peut faire mal, puisque la stratégie d'influence russe en Europe et ailleurs, elle est fondamentalement opportuniste. Il y a un logiciel idéologique derrière, mais d'abord, on va appuyer sur ce qui fait mal. On le voit avec les histoires de tags, de main rouge, d'étoiles de David, etc., etc. On peut trouver une cohérence à tout ça, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de saper la confiance des citoyens européens dans leurs institutions pour faire de l'Europe un non-sujet. Et pour faire de l'Europe, finalement, une espèce de périphérie du monde, et notamment de périphérie dans cette représentation que les Russes ont d'eux-mêmes d'une espèce de superpuissance qui n'en est plus une. Enfin, je veux dire, la Russie n'est plus une superpuissance depuis longtemps. Elle joue dans la même catégorie que les États européens. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes priorités, si j'ose dire. Mais c'est une puissance régionale qui se vit encore en puissance mondiale et qui essaye justement d'insuffler un certain nombre de choses et qui joue sur les fractures de sociétés occidentales. Marie, je vous donne la parole dans un instant, mais sur ces acteurs de l'ingérence, vous l'avez évoqué à l'instant, vous parlez d'acteurs qui n'ont pas ou peu de colonne vertébrale politique. Ça veut dire qu'ils s'alimentent d'à peu près tous les sujets, quitte à alimenter des sujets qui peuvent paraître contradictoires. C'est pas le sujet, c'est pas la question. Si, c'est une question importante parce que je pense que dans cette question-là, il y a aussi toute l'inquiétude qu'il peut... on comprend l'inquiétude notamment du Parlement européen et des spécialistes européens en la matière. C'est que quand on dit qu'il n'y a pas de colonne vertébrale, on a l'impression justement qu'il n'y a pas de grille de lecture possible et que finalement c'est le chaos et que tout peut arriver tout le temps. En fait, c'est pas totalement comme ça. Et je dirais en tant que scientifique, mon boulot, c'est un petit peu justement de coller des grilles de lecture pour faire en sorte qu'on puisse essayer de comprendre ces phénomènes-là. Nous, ce qu'on essaye de faire avec mon équipe de chercheurs, c'est qu'on essaye d'établir des typologies en fait de ces acteurs-là. C'est-à-dire en fait, est-ce qu'il y a des idéotypes d'acteurs et comment ils agissent et pourquoi ils agissent et éventuellement comment est-ce qu'on peut contrer mais ça c'est plus notre boulot. Aujourd'hui, en fait, on pourrait présenter les acteurs de l'influence russe suivant la logique d'un spectre qui va des acteurs les plus évidents et les plus, je dirais, liés aux intérêts du pouvoir russe. Par exemple, quand Feu Russia Today France ou Sputnik France disaient quelque chose, il n'y avait pas de mystère. C'était la Russie, c'était la voix de la Russie, point barre. D'accord ? Quand Poutine dit quelque chose, c'est pareil et il y a vraiment une volonté d'influence. Bon. Mais en fait, après, vous avez tout un spectre d'autres acteurs. Par exemple, ce qu'on appelle les entrepreneurs d'influence, qui sont des personnes russes ou pas, qui vont relayer ou produire des discours dans l'intérêt de Moscou pour faire fructifier un capital. Ce capital, il peut être économique, c'est-à-dire gagner de l'argent, il peut être politique, gagner des positions, etc. Ça peut être un influenceur sur les réseaux sociaux ? Ça peut être un influenceur, ça peut être un entrepreneur russe qui va aller créer une myriade de faux sites internet, ça peut être un homme d'affaires russe en Afrique, ça peut être à peu près n'importe qui compte en fait se mettre dans le sillage de la Russie et bien pour faire grossir ses affaires, que ses affaires soient économiques, politiques ou autres, d'accord ? Et après, à l'extrême du spectre, vous avez les opérations clandestines, celles qui relèvent soit des opérations de renseignement, de déstabilisation, ce genre de choses, et qui là peuvent prendre énormément de formes aussi. Mais en fait, on voit bien qu'il y a quand même une structure, qu'il y a des typologies, et pour chacun de ces acteurs-là, c'est pas du tout les mêmes logiques qui sont mises en place. Et ce n'est pas du tout d'ailleurs les mêmes outils que l'on peut mobiliser pour en contrer l'influence. On l'a bien vu avec Russia Today et Sputnik. Bon, ils ont été bloqués dans l'Union européenne, mais en fait, le truc, c'est que très rapidement, ils ont trouvé la parade et il y a eu d'autres noms de domaines qui ont été achetés ou ce genre de choses. Voilà. L'une des questions qu'on se pose, Marie, c'est est-ce que ces agents de l'ingérence en ont pour leur argent ? On entendait le candidat RN français Thierry Mariani dire les Russes, s'il y avait une ingérence russe, en fait, ils seraient mauvais parce qu'il n'y a jamais aucun vote, notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine au Parlement, qui est en leur faveur. Comment est-ce qu'il faut entendre ça ? Déjà, moi, j'entends aussi qu'il y a un ratio qui est présent, c'est-à-dire que sur les parlementaires, sur le nombre de parlementaires qu'il y a au sein du Parlement européen, il y en a environ 700.
Il dit que pour 600, pour un vote qui concerne la Russie, il y a 600 votes qui sanctionnent la Russie contre 100 qui s'abstient ou vote contre. Mais c'est déjà un énorme ratio. Ouais. Ça veut dire qu'un vote sur 7 est acquis aux idées russes. Sachant qu'il faut faire bien sûr le distinguo entre les effets de l'ingérence et ces députés qui éventuellement votent par conviction propre de leur propre chef, je veux dire. Absolument, oui, il faut faire tout à fait la distinction. Et puis, ce qu'il faut faire aussi comme distinction, c'est ce qui relève de l'ingérence réelle, c'est-à-dire, comme le disait M. Limonier, celle qui a pour objectif le chaos, finalement, c'est-à-dire décrédibiliser l'institution ou décrédibiliser les élus, décrédibiliser les partis au pouvoir, de l'ingérence, si j'ose dire, ordinaire, qui, elle, n'est pas entre guillemets illégale. C'est-à-dire que les parlementaires, eux, m'ont bien expliqué qu'il fallait vraiment distinguer l'activité de lobby émise par les ONG, les entreprises, les acteurs étatiques. Qui est la vie du Parlement européen aujourd'hui. Exactement, qui est la vie du Parlement européen et qui peut aussi être positive pour les décisions au sein de l'Union européenne, de ce qui relève de l'illégalité. Et là, on parle effectivement de phénomènes de corruption. Alors, il faut voir aussi que, en tout cas, pour ce qui concerne la Russie, le jeu est gagnant à chaque fois, puisque si ces ingérences illégales, on en parle, si ces ingérences illégales ne sont jamais mises au jour, l'objectif est atteint, puisqu'elles infléchissent les décisions. Et si elles sont mises au jour, l'objectif est atteint aussi, puisque ça jette l'opprobre justement sur l'institution. Donc c'est là tout le danger en fait des ingérences qui se jouent. Et c'est bien l'attention, on le disait, de créer le chaos. Est-ce qu'il faut qu'on marque une pause? Je ne sais pas, je crois que oui. On va marquer une petite pause et on va se retrouver dans 3 minutes pour la suite de cette discussion à partir de 10h30. Est-ce qu'on me confirme en régie? On me confirme, à tout de suite. « 10h30 ici à Paris, bienvenue dans la deuxième partie de Parlons-en, aujourd'hui consacrée aux ingérences russes dans la campagne pour les élections européennes qui, on le rappelle, se tiendront entre le 6 et le 9 juin prochain. Avec moi sur le plateau jusqu'à 10h45, Kevin Limonier. Merci encore d'être là. Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes du sujet, spécialiste de l'Internet russophone et chercheur à l'Institut français de géopolitique. Et Marie Schuster qui est avec nous aussi. Rebonjour Marie, journaliste à France 24. Et vous avez enquêté sur le sujet au Parlement européen. Notamment, est-ce une déformation, Kevin Limonier, de considérer que la France est en la matière une cible particulière, une cible de choix des ingérents russes? Alors, non, ça n'est pas une déformation. Pendant longtemps, la France a été une cible très périphérique de la Russie, qui préférait se focaliser sur les États-Unis, la Grande-Bretagne, le monde anglo-saxon. Depuis le début de la guerre en Ukraine, et depuis notamment les propos du président de la République sur l'éventuel envoi de troupes en Ukraine, etc., les choses ont changé. Pourquoi? Parce que depuis le Brexit, la France est aujourd'hui une des principales puissances militaires de l'Union européenne. Il y en a d'autres, il y a la Pologne notamment, mais bon, la Pologne, ça fait pas trop d'ambiguïté que, il y a une opposition historique et géopolitique à la Russie. Les Russes aujourd'hui considèrent la France comme l'autre grande puissance militaire de l'Union européenne, et qu'à ce titre, il faut l'influencer. D'accord ? Quand je vous disais dans la première partie de l'émission qu'un des objectifs de toute la stratégie russe en Europe, c'est de faire justement de l'Europe un non-sujet géopolitique, une espèce de nobody géopolitique, excusez-moi, de l'expression, eh bien, il s'agit notamment d'aller frapper sur la crédibilité de la posture d'ambiguïté stratégique du président de la République. Il s'agit d'aller frapper la crédibilité de l'armée française, de la capacité de la France à maintenir l'ordre sur son territoire, dans les territoires ultramarins, comme on le voit en Nouvelle-Calédonie, etc. Donc c'est pour ça que la France, aujourd'hui, est une cible importante de la Russie. Il y a une deuxième raison à ça, c'est que la France souffre finalement de ça, et on le voit beaucoup aujourd'hui, de sa relation, en tout cas de l'histoire de sa relation avec certaines anciennes colonies en Afrique subsaharienne, et que la Russie a pu profiter énormément
justement de l'ornière dans lesquelles s'était mise la France ces 20-30 dernières années, dans un certain nombre de pays où on a vu des juntes arriver au pouvoir avec le soutien de Moscou. Et là encore, se saisir de sujets qui préexistaient à ce face-à-face, mais absolument, absolument. C'est-à-dire qu'en Afrique, par exemple, la Russie a très peu inventé de nouveaux narratifs. Elle n'a fait qu'amplifier des choses qui existaient déjà, des théories du complot qui existaient déjà, celles sur la France armant les terroristes au Sahel, etc., étaient des choses qui existaient avant les Russes. Mais les Russes sont arrivés avec leur force de frappe, ils sont arrivés avec leur savoir-faire, notamment de manipulation des réseaux sociaux, à un moment où l'Afrique était en train de se numériser massivement. Et si vous voulez, tout ça a convergé pour créer une espèce de phénomène informationnel, de narratif de plus en plus cohérent sur lequel les juntes s'appuient aujourd'hui pour nourrir leur vision du monde et nourrir leur légitimité à rester au pouvoir. Marie, pourquoi est-ce que les partis populistes ou les populistes en général sont des courroies de transmission de premier choix pour ces tentatives ou ces ingérences russes en l'occurrence ? Comme les partis populistes sont des partis qui sont par définition placés aux extrêmes, c'est-à-dire que très souvent ils ne sont pas au pouvoir, en tout cas pas en France, et donc ce sont des partis qui sont privilégiés parce que justement cette stratégie en particulier russe de pouvoir s'ingérer et de s'appuyer sur ces partis anti-système, ces partis à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, et de s'appuyer également sur les sphères complotistes qui entourent ces partis anti-système. Il est très facile d'amplifier une information ou une désinformation à partir de théories complotistes qui sont relayées également par ces partis anti-système. Mais on l'a vu aussi, des élus qui sont au sein de partis qui sont le système, justement, le mainstream. Certains anciens, notamment chefs de gouvernement, au Parlement parlaient beaucoup de Gerhard Schröder, de l'exemple de Gerhard Schröder, qui a été chancelier entre 1998 et 2005 et qui a noué des relations importantes avec Vladimir Poutine durant son mandat. Eh bien, aujourd'hui, Gerhard Schröder fait face d'épines dans le pied fait office, d'épines dans le pied pour son parti, puisque ses relations avec Vladimir Poutine sont particulièrement décriées. Il a occupé des postes au sein de Gazprom, de Nord Stream AG, et aujourd'hui, la question s'est posée au Bundestag de savoir si Gerhard Schröder, alors qu'il était en poste en tant que chancelier, aurait pu influencer certaines décisions politiques, économiques, également au niveau européen, de par ces mêmes relations. Donc, vous voyez, aujourd'hui, la stratégie est bien sûr de s'appuyer sur les partis d'opposition, sur les partis extrêmes, sur les partis anti-système, mais finalement, les ingérences, les personnes qui sont originaires de ces ingérences ratissent finalement très très large. Oui, Kivoni Limoni, on est sur je cherche la métaphore, une espèce de poulpe, quoi. C'est tentaculaire et ça arrive à balayer un spectre très large de la classe politique. Alors, je ne dirais pas que ce soit tentaculaire, c'est rhizomatique. C'est-à-dire qu'on est vraiment on est vraiment sur des réseaux décentralisés qui vont eux-mêmes créer leur propre sous-réseau, etc., etc. Et ça revient en fait à la typologie que j'évoquais dans la première partie de l'émission, c'est-à-dire que chacun de ces types d'acteurs en fait a des motivations différentes, va mettre en place des stratégies différentes pour atteindre les objectifs qui lui sont propres, en utilisant l'infrastructure, en utilisant les moyens, que ce soit les moyens humains, financiers, informationnels, en termes de narratifs, etc., que la Russie met directement ou indirectement à sa disposition. En fait, le succès des opérations d'ingérence russe arrive généralement quand il y a une convergence d'intérêts entre la Russie et ses narratifs d'une part et ses moyens, et un acteur local, et où l'agenda match et il va y avoir, je dirais, une espèce de mariage quasi naturel qui va faire que ça va donner aussi cette impression qu'on est dans quelque chose de totalement, je cherche le mot aussi, fluide, naturel. Vous avez employé le mot infrastructure, il est important parce qu'une fois qu'on s'est dit tout ça, se pose la question de est-ce qu'on est capable de faire face ? Alors on n'en est plus maintenant à anticiper la menace, mais à répondre aux dangers quasiment en temps réel, vous m'arrêtez si je me trompe. Et là, on a beau, disiez-vous pendant la pause au Parlement, prendre des décisions, des directives, etc. On est un peu battu.
disiez-vous, parce que l'infrastructure à propos de la guerre numérique est telle que là, on est peu de choses face à ça, c'est ça? Alors, on n'est pas peu de choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut rappeler aujourd'hui que toutes ces opérations informationnelles, toutes ces manœuvres, etc., elles ont lieu sur Internet, dans le cyberespace. Internet et le cyberespace, c'est tout sauf un truc qui flotte dans l'air de manière éthérée, imprécise, etc. Internet et le cyberespace sont d'abord des infrastructures, des câbles, des routeurs, des serveurs, etc. Et tout ça existe, je dirais, à la surface du globe, et pour un géographe comme moi, c'est extrêmement rassurant. Aujourd'hui, on voit bien qu'au niveau européen, en France et ailleurs, il y a d'excellents rapports qui sortent pour documenter des opérations d'ingérence, comme par exemple Viginum, le nouveau service français de lutte contre les ingérences étrangères, qui a publié un rapport sur un réseau qui s'appelle RRN, et qui documente tout ça de manière extrêmement rigoureuse. Bon, très bien. Mais ces réseaux, dans le même temps, continuent à exister. Le fait qu'il y ait eu un rapport de Viginum n'a absolument eu aucun effet sur l'existence de ce réseau. Et je pense même que le rapport en question a permis que les instigateurs de ce réseau reçoivent un coup de fil pour être félicités, parce qu'enfin, on vu à la télé, vous voyez, on parle de... Le problème aujourd'hui, et on le voit aussi dans le blocage des sites d'information russes, Sputnik et RT, c'est qu'on ne sait pas encore, enfin si on sait techniquement le faire, mais politiquement on ne sait pas encore agir sur l'infrastructure de l'Internet pour éviter efficacement que ces opérations d'influence se propagent. C'est-à-dire que concrètement, il faut agir sur les serveurs, il faut agir sur les entreprises et sur les acteurs qui maintiennent l'infrastructure sans laquelle il n'y a pas de site Internet. D'accord ? Et c'est la même chose sur les plateformes en ligne. Alors là, l'Europe est un petit peu plus avancée, même si on voit que c'est un peu la galère aussi au niveau de la Commission européenne. C'est-à-dire que l'Europe est aujourd'hui dans un bras de fer avec le Digital Services Act, avec les grandes plateformes. Là aussi, il y a un énorme travail qui reste à fournir pour mettre en place une coopération, je dirais, optimale et efficace avec les grandes plateformes sur lesquelles se propagent quand même beaucoup de ces messages. Mais avant les plateformes, il y a quand même des sites, des blogs, des forums, etc., qui sont hors plateforme et qui, là, en fait, touchent à ce qu'on appelle l'infrastructure de l'Internet. Et ce qui fait que, si vous voulez, les questions d'opération informationnelle, de désinformation, sont aussi fondamentalement des questions de cybersécurité. Et qu'il faut peut-être renverser le prisme et se dire et se demander comment est-ce qu'on peut atteindre cette infrastructure pour éviter que de telles opérations puissent se déployer. Pour l'instant, il y a un coup d'avance où on a, nous, un coup de retard. En fait, c'est pas qu'on a un coup... Enfin oui, on a un coup de retard sans doute au niveau stratégique et politique parce que c'est très complexe en fait d'agir sur une infrastructure qui peut être hébergée à l'autre bout du monde, détenue par un acteur qui lui est à l'autre, encore un autre bout de la planète, etc. Et donc c'est un millefeuille administratif, technique, juridique qu'il faut savoir maîtriser et qui doit être au bout d'un moment intégré aussi dans les schémas de sanctions parce que c'est vraiment un élément fondamentale aujourd'hui de la diffusion de fausses informations ou de manipulation de l'information que cette infrastructure Internet. Si j'essaie de ramasser tout ce qu'on s'est dit depuis le début de cette émission, je comprends qu'on est quand même collectivement sorti de la naïveté. C'est déjà un premier pas, que des choses sont mises en place, même si il y a peut-être une différence de rythme entre les uns et les autres. Vous l'évoquiez dans votre reportage, Marie, il y a quelque chose de fondamental aussi, même si on comprend bien que ces ingérences ne vont pas faire basculer les européennes, quoique les partis populistes sont aujourd'hui en tête dans les sondages, donc je retire peut-être ce que je viens de dire. En revanche, il s'agit aussi de ne pas casser le lien de confiance qui existe entre les électeurs et leurs élus. Quand on connaît déjà le peu d'intérêt des électeurs européens pour ce scrutin particulier, et d'ailleurs pour les scrutins en général, l'enjeu de la confiance, là, il est très important et là, il est fragilisé pour le coup. Complètement. Et puis, c'est en ça que les ingérences ont du succès. En tout cas, pour ceux qui sont les acteurs des ingérences. Puisque, justement, l'objectif de tout ça est de casser la confiance entre... en tout cas au Parlement européen, entre les citoyens européens qui s'apprêtent à aller voter et leurs députés. L'idée derrière tout ça étant de dire, voilà, si je veux résumer un petit peu, ces parlementaires finalement sont très facilement corrompus, il n'y a pas lieu de se déplacer aux urnes. Et ça rajoute
une difficulté supplémentaire pour ces institutions européennes qui, vous l'avez dit, ont déjà du mal à se faire entendre auprès des citoyens, puisqu'il y a un fort taux d'abstention pour en général durant ces élections européennes. Là, le risque de l'abstention est encore plus fort car il est alimenté justement par tous ces scandales d'ingérence, que ce soit les scandales qui ont éclaté là, le Qatargate, le Chinagate, le Russiagate. Donc, effectivement, l'Union européenne essaye de trouver un certain nombre de garde-fous, essaye de rétablir le lien de confiance en créant des commissions d'enquête sur les ingérences, en essayant de voter au sein des parlements des lois pour plus de transparence, notamment des transparences concernant le financement des entreprises ou le financement des États étrangers au sein de l'Union européenne. Au-delà de ça, la question de l'abstention se pose et l'Union européenne cherche aussi, via des campagnes, des campagnes publicitaires, hein, si je veux dire même publicitaires à la télé, dans certains pays d'Europe, l'Union européenne a lancé des campagnes publicitaires à la télévision pour que les citoyens se déplacent et reprennent confiance. Et ça, on le voit notamment dans les pays de l'Est, où les citoyens européens ont tendance à ne pas se déplacer pour ces élections. Kevin Limonier, ce sera ma dernière question. Est-ce qu'il faudra voir le 10 juin ou au soir des résultats des européennes dans le succès des partis populistes, le succès des ingérences étrangères? Question compliquée. Question très compliquée parce que ça touche à ce qu'on appelle la question à $1 milliard, qui est celle de l'impact en fait de ces ingérences. C'est-à-dire quel est l'impact réel de ces opérations? On n'en sait rien. C'est-à-dire, si je retourne la question, est-ce que les États-Unis avaient besoin des Russes pour élire Donald Trump en 2016? Vraie question. On ne le saura jamais. On ne le saura jamais et on ne peut pas le savoir, en fait. Scientifiquement, c'est impossible. Est-ce qu'il faut s'en réjouir ou s'en inquiéter? Mais je pense que c'est pas la question centrale en fait, parce que je crois que les partis populistes existent en Europe parce qu'il y a un certain nombre de problèmes qui font qu'ils existent, et Russie ou pas, voilà, ça change rien. Mais je voudrais quand même finir sur une note d'espoir, qui est que on est là à parler de l'influence russe, de l'ingérence russe, etc. En Europe occidentale notamment, mais n'oublions pas qu'à l'est et dans certains pays, notamment du Caucase, il y a des centaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes dans la rue, en Géorgie, pour s'opposer à des lois contre, justement, les agents de l'étranger, qui sont des lois calquées depuis le droit russe vers le droit géorgien, et qui sont faites pour éloigner ces pays-là, justement, d'une destinée européenne. Et si les Ukrainiens, aujourd'hui, se battent aussi fiévreusement sur le front, n'oublions pas que c'est parce qu'en 2014, il y a eu une révolution, et que cette révolution a eu lieu parce que le président qui a été déposé refusait de signer un accord d'association avec l'Union européenne. Donc il y a quand même un certain nombre de pays qui sont sur notre voisinage Est, qui connaissent beaucoup mieux les Russes que nous, qui n'en veulent absolument pas et qui se tournent vers l'Europe. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Le pare-feu réside encore peut-être effectivement dans l'existence même de l'Europe. Est-ce qu'elle continue à être malgré tout? Tout à fait. Merci infiniment à tous les deux d'être venus ce matin sur ce plateau. Marie Schuster, vous étiez à la maison. Merci encore. Merci. On peut retrouver votre grand format sur le site internet de France 24, www.com. Kevin Limonier, merci beaucoup. C'était passionnant, chercheur à l'Institut français de géopolitique. Je remercie encore Pierre Benazet qui nous a éclairé tout à l'heure depuis Bruxelles.